2022 touche à sa fin et sérieusement, quelle année. Il s'est passé plus de choses entre le 1er janvier et aujourd'hui que dans les 10 dernières années dans le catch, j'ai l'impression. Non, vraiment, on a eu une année très riche en rebondissements, à la fois dans les storylines, dans les vestiaires, à la WWE, donc il est temps de retracer tout ça. Avant de revenir sur cette folle année 2022, n'oubliez pas d'inviter le bouton like et s'abonner à votre soirée du nouvel an, mais au dernier moment, dites-leur que ça part sur une énorme soirée plus grande cabaret du monde. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir revenir début janvier 2022 pour retracer les meilleurs moments de cette année. Pour commencer cette folle année 2022, on va revenir logiquement au premier jour, et pour ça, la WWE a ouvert le bal avec Day One 2022. C'est un petit peu surprenant de voir un show pile le jour de l'an, mais si vous vous en rappelez, c'est pas le truc le plus étonnant avec cet événement. Avec tous les changements de plans qui ont eu lieu, et notamment parce que Roman Reigns est tombé malade, on a eu le droit à un show un peu bizarre et clairement pas intéressant, surtout que de nulle part, Brock Lesnar a été intégré dans le main event de la soirée et a récupéré le titre de la WWE sans réelle raison apparente. Mais puisque l'année commençait de manière pas terrible avec ce show, ils se sont dit que c'était une bonne idée de rebondir dessus avec un show encore moins bon, le Royal Rumble. Vous connaissez tous le Royal Rumble, et même probablement que c'est votre pay-per-view préféré hors WrestleMania. Et oui, je dis encore pay-per-view. Et honnêtement, ça se comprend, moi aussi chaque année, c'est le show que j'ai le plus hâte de voir parce que c'est là qu'on peut avoir les plus grandes surprises et qu'on s'attend à de très grandes choses. Avec un Rumble masculin et féminin, on a au total 60 occasions d'être surpris, et même quand on lit les rumeurs et compagnie, on n'est jamais sûr de savoir qui va gagner, et on est donc toujours très hypé pour le show. Et bien cette année, vous pouviez complètement oublier l'idée d'être surpris, puisqu'avec l'arrivée de Ronda Rousey en 28e position dans le Rumble féminin et celle de Lesnar en 30e dans le Rumble masculin, et bien les surprises étaient complètement gâchées. On se doutait évidemment à partir du moment où ils sont arrivés que c'était eux qui allaient remporter le Rumble, et beaucoup ont été déçus de ce résultat. En plus, bon, allez, à la limite le fait que les résultats soient pas très intéressants et plutôt prévisibles, c'est une chose, et finalement c'est pas si grave que ça. Déjà personnellement, j'essaye de pas suivre les rumeurs, mais honnêtement on était très nombreux à savoir que c'était Lesnar qui gagnerait le Rumble masculin. Mais pour autant, c'est pas la seule chose qui a fait que ce show était mauvais. Autant Roman Reigns et Seth Rollins ont clairement crevé l'écran au début du show, notamment avec l'entrée de Seth Rollins qui reste encore aujourd'hui l'un des plus grands moments de l'année, autant le reste de l'événement est plutôt ennuyeux. Et même les deux Rumble, on a quasiment aucune surprise, en tout cas aucune qui vaut le coup, et je peux vous dire que taper la nuit blanche pour un tel show avec autant de hype et au final voir ça, bah c'est plutôt décevant. Du coup clairement ce mois de janvier, y a pas à dire, c'était loin d'être une réussite. Et pour février, malheureusement on n'a pas non plus été très gâtés. Avec Elimination Chamber en Arabie Saoudite, il fallait bien sûr qu'on ait le classique Goldberg-Roman Reigns qui nous était vendu depuis un moment. Bon non, en vrai il fallait le faire parce que ça faisait partie du chemin pour le chef tribal que de battre Goldberg, mais encore une fois c'est pas le truc le plus nul de ce show parce qu'au final le match est pas hyper long, il ouvre le show, tout le monde est content et tout va bien. Mais le reste du show, pour le coup, il est vraiment pas intéressant. Déjà, on est à l'époque de la passionnante rivalité entre McIntyre et Happy Corbin, mais en plus on a le droit à Monsieur Lesnar dans le main event qui gagne encore le titre de la WWE. Oui, parce qu'en fait, au Royal Rumble, il perd le titre en début de soirée pour ensuite intégrer le Rumble et gagner le match. Oui, comme si c'était pas assez compliqué comme ça. Bref, ce début d'année, très franchement, il ne laissait présager rien de bon pour l'avenir, mais bordel, on était tellement loin de la réalité, vous imaginez même pas. Le mois de mars s'est ouvert avec la sortie de WWE 2K22, un jeu en soi assez bon, mais qui bien sûr peut être grandement amélioré, et qui m'a quand même occupé une bonne partie de l'année, notamment sur ma chaîne Twitch, où on a fait pas mal de choses dessus. Et d'ailleurs, pour tous ceux que ça intéresse, et je sais que vous êtes nombreux, 2023, ça va marquer le retour de la série des Cyber Sundays sur ma chaîne Twitch, donc pour tous ceux que ça intéresse, je vous invite à me rejoindre là-bas. En mars, la WWE met de plus en plus en avant la classique route vers WrestleMania, comme chaque année, et rapidement, la carte commence à se dessiner. Parmi les matchs les plus attendus pour des raisons diverses, on a le match pour le titre féminin de Raw, le match de Pat McAfee qui a intrigué beaucoup de gens, celui de Logan Paul qui faisait ses débuts et qui malgré la haine du public attirait l'attention, mais en réalité, les plus grosses attentes des fans, elles se trouvaient pas là. Entre le match de Seth Rollins dont on ne connaissait pas l'adversaire et qui pouvait s'avérer être un vrai cauchemar pour lui, le potentiel match entre Kevin Owens et Stone Cold, chose qu'on ne pensait absolument jamais voir, et enfin le main event, le match d'unification des titres entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Croyez-moi qu'à WrestleMania, on était servi. Et bordel, en avril, on en a clairement eu pour notre argent. WrestleMania 38 est honnêtement un show excellent. Alors comme tous les pay-per-view de la WWE, il a ses hauts et ses bas, mais globalement, quel moment incroyable on a passé. Entre le très bon Bianca Belair contre Becky Lynch, la performance extrêmement surprenante et inattendue de Logan Paul qui est sorti de nulle part pour prouver à tout le monde à quel point le catch était naturel pour lui, le retour de Stone Cold sur le ring pour un match de plus de 10 minutes qui lui aussi a surpris tout le monde, mais surtout le retour de Cody Rhodes sous l'explosion de la salle qui n'attendait que lui, la nuit 1 de WrestleMania, c'était un vrai plaisir. Alors de mon côté, ce qui m'a le plus marqué, c'est bien sûr le retour de Cody
Cody Rhodes, que j'attendais énormément suite aux rumeurs qui étaient nées en début d'année, et le moment de son retour est à voir et à revoir tellement il est fou. Le main event inattendu de cette nuit avec Stone Cold participe lui aussi à rendre ce moment incroyable, et la nuit 2, bien que selon moi un petit peu plus faible, a quand même su nous divertir avec le match de Sami Zayn contre Johnny Knoxville. Mais le main event pour l'unification des ceintures, bien que je m'attendais clairement à ce résultat, il a aussi su nous régaler puisqu'il peut être vu comme une sorte d'accomplissement pour la domination de Roman Reigns, qui à ce moment-là était très loin d'être fini. Et donc WrestleMania fait partie pour moi des meilleurs shows de l'année à la WWE, mais encore une fois, on était loin d'avoir tout vu. Mais d'abord, avant d'enchaîner sur le reste de l'année, il y a aussi un événement qui a eu lieu pendant la période de WrestleMania et qu'on n'oubliera absolument jamais, la retraite de l'Undertaker et son introduction au Hall of Fame. Alors avec l'année de fou qu'on a eu, c'est sûr que ce moment se mêle à tout le reste et que peut-être certains l'oublient, mais on a vécu un truc qu'on ne vivra plus jamais. La carrière de l'Undertaker, c'est un truc qui ne sera jamais reproduit. Une carrière aussi longue avec un personnage aussi mythique, connu de tous, qui a marqué toutes les générations et avec qui ces mêmes générations ont grandi tellement sa carrière est colossale, c'est un truc qui arrive une fois dans une vie. Et donc, le voir tirer sa dernière révérence au Hall of Fame, c'était l'un des moments à la fois les plus tristes et les plus beaux de l'année, et on n'oubliera jamais ce qu'il a offert au catch, les heures de divertissement et d'émotion qu'il nous a donné pendant toutes ces années, et on peut dire merci Undertaker. Pour continuer sur la lancée de WrestleMania, l'AEW, le principal concurrent de la WWE, nous propose son show annuel Double or Nothing, qui était clairement un très bon show, mais qui en plus aujourd'hui a une importance majeure. Déjà, dans les événements qui ont précédé ce show, on a eu la montée absolument folle de MJF, et pour ceux qui ne le connaissent pas et qui ne suivent pas l'AEW, ce gars est clairement l'une des raisons principales pour lesquelles ça vaut le coup. Le mec est en permanence dans son personnage de heel et il joue constamment sur la limite entre la storyline et la réalité, et cette année, il l'a prouvé plus que jamais. Alors qu'il sentait le vent tourner et qu'il voyait bien que son nom vendait suite à son excellente rivalité contre CM Punk, le gars s'est autorisé une interview non approuvée par l'AEW dans laquelle il a clairement dit qu'il souhaitait une augmentation maintenant, sans re-signer de contrat, puisqu'il voulait voir combien l'AEW et la WWE seraient prêts à mettre sur la table quand il deviendrait agent libre en 2024. Mais bon, si on peut se dire que tout ça n'a pas dû être apprécié par l'AEW, croyez-moi que c'était pas la seule chose qui allait pas leur faire plaisir. Alors qu'il y a déjà des tensions entre lui et son patron, MJF décide de ne pas se présenter à une séance de dédicace organisée par l'AEW, et tout le monde commence à imaginer que MJF ne se présentera même pas pour le pay-per-view pour son match prévu contre Wardlow. En plus de ça, vu l'histoire, tout le monde se doutait bien que c'était Wardlow qui repartirait avec la victoire, et donc raison de plus pour imaginer que MJF n'accepterait pas un tel traitement et déciderait d'abandonner la fédération en ne venant pas. Finalement, le jour du show, alors que le doute persistait, MJF fait bien son entrée dans un moment exceptionnel et effectivement se fait démolir par Wardlow, perdant le match de manière humiliante. Mais bordel, comparé à la suite, tout ça n'est qu'un détail. Dès le lendemain à Dynamite, MJF se pointe sur le ring, exige d'avoir une augmentation et vide son sac, accusant Tony Khan, le patron de l'AEW, de se plier en quatre pour des anciens de la WWE, mais de refuser de lui augmenter son salaire à lui. MJF va lâcher ce qui a été qualifié depuis de pipe bomb 2.0 et clôturera son monologue en insultant Tony Khan, lui ordonnant de le virer et le traitant de putain de marque. Ça aussi, ça faisait clairement partie des moments qu'il fallait pas rater en 2022, donc pour tous ceux qui l'ont raté, vous avez de la chance, la promo est disponible sur YouTube et je vous la conseille vraiment. Enfin bref, là je vous ai résumé très rapidement cette situation pour ceux qui n'étaient pas au courant, mais il faut savoir qu'après ça, MJF va vraiment disparaître pendant de nombreuses semaines, mais vous allez voir que son année était encore très loin d'être finie. Si juin avait démarré en trombe avec cette promo de MJF, de l'autre côté, à la WWE, on a eu une autre dinguerie dans un style très différent. Comme chaque année, on a eu le droit au classique pay-per-view Hell in a Cell, et la rivalité entre Cody Rhodes et Seth Rollins devait être réglée pour de bon dans la cage pour sûrement permettre à Cody Rhodes d'aller s'attaquer au titre de champion. Mais alors que le show approche, on apprend que celui-ci s'est blessé à la salle, se déchirant le muscle pectoral et le forçant hors des rings pour de très nombreuses semaines. Et donc, malheureusement, Cody Rhodes ne pourra pas affronter Seth Rollins à Hell in a Cell. Ah, attendez, j'ai un appel. Oui, Cody? Ouais, ta gueule, je catch en fait. Ok, d'accord. Et oui, parce que si vous pensiez qu'il allait gentiment rester chez lui pour soigner sa blessure, vous êtes loin du compte. Cody s'est pointé à Hell in a Cell, et alors qu'on savait pas réellement à quel point la déchirure était grave, le mec a ouvert sa veste pour nous montrer cette horreur qui a choqué tous les fans. Mais c'est pas tout. Ok, bon, on a été impressionnés, mais après ça, il a fait quoi? Un petit match de 5 minutes où il a pas fait grand chose, c'était juste histoire de montrer qu'il était là. Mais bien sûr que non! Bien sûr que non! Ces deux malades nous ont sorti un match de plus de 20 minutes, et pas n'importe quel match en plus. Une énorme masterclass dont on reparlera sûrement encore dans des dizaines d'années. Non, là vraiment, on avait atteint les sommets, c'était impossible de faire mieux. Cody Rhodes bat Seth Rollins malgré cette blessure après un match de dingue. On avait vu le truc le plus fou et impensable de l'année. Et oui, il y a absolument no chance pour que ce moment soit le plus inattendu de l'année parce que, mesdames et messieurs, en juillet 2022, une bombe est tombée sur le monde du catch avec l'annonce officielle de la retraite de Vince McMahon. Non, sérieusement, combien on était à penser que Vince McMahon prendrait sa retraite qu'une fois mort? Sans rire, même si CM Punk le disait dans sa promo quand il disait que la fédération se porterait mieux après la mort de Vince, c'est parce que selon lui, le gars n'allait pas prendre sa retraite avant de mourir. Mais à la surprise générale, après qu'un scandale ait éclaté avec des faits assez graves le concernant, le président de la WWE a par un simple message Twitter annoncé sa
retraite pour complètement retourner le monde du catch. Cette annonce pour le coup c'est quelque chose qui a une importance colossale dans l'histoire de la WWE et que personne n'oubliera jamais, c'est une certitude. Parce que encore une fois, j'insiste, mais jamais au grand jamais on aurait pensé que Vince McMahon prendrait sa retraite un jour. Mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le mois de juillet a été une complète et totale masterclass pour le catch. Entre ce qui se passait à l'AEW et à la WWE, on a eu un été de folie. Et d'ailleurs pour commencer l'été, le Money in the Bank qui a eu lieu un petit peu avant le départ de Vince McMahon était un très bon show. Avec la victoire de la mallette, puis l'encaissement de Liv Morgan qui a plu à beaucoup de fans, même si la suite est un petit peu décevante, et la victoire de Theory qui a partagé tout le monde mais que je trouvais personnellement plutôt cool, on a vécu une très bonne soirée et ça nous lançait donc un été de folie dans le catch. Suite au départ de Vince, un remaniement complet a eu lieu dans la fédération de Stamford et parmi tous les changements effectués, le plus grand fut le suivant, Triple H devient directeur créatif de la WWE. Et la bordel, la hype qui est née à ce moment-là, il fallait être là pour le croire. Tout le monde était dingue. Triple H, l'homme qui nous avait fait vibrer avec NXT, allait maintenant contrôler le roster principal. Et si on se disait que les changements allaient prendre quelques semaines, voire des mois à arriver, bordel, on avait tort. Dès SummerSlam, seulement quelques jours après le départ de Vince, Triple H a régalé absolument tout le monde. Avec le retour de noms qu'on n'avait pas vu depuis un moment et un show juste excellent, on sentait déjà que le changement arriverait plus vite que prévu. SummerSlam est aussi l'un des meilleurs shows de l'année selon moi, avec une performance de Logan Paul encore une fois hallucinante qu'on ne pensait clairement pas voir, même s'il avait déjà prouvé son niveau par le passé. On a aussi eu le retour de Edge qui a ressorti sa gimmick Brood dans un moment hyper cool, mais surtout on a eu la dinguerie du main event. Avec des moments de fou dès le début avec ce jet de micro rattrapé par Reigns dans un moment hyper charismatique, mais surtout avec ce ring soulevé par Lesnar, y a pas à dire, c'est encore un match qui a marqué l'histoire et qu'on n'est pas prêt d'oublier. Ce mois de juillet à lui seul, on pourra en parler pendant des heures tellement il était absolument fou. Entre la retraite de Vince McMahon et ce SummerSlam absolument génial, c'est vraiment l'un des mois les plus importants de cette année. Mais encore une fois, c'était très loin d'être fini puisque dès août, la WWE commence à préparer le prochain pay-per-view, WWE Clash at the Castle, qui pour la première fois depuis de nombreuses années a lieu en Europe. En plus de ça, on entre vraiment dans l'ère Triple H avec de nombreux retours de catcheurs qui avaient fait partie des vagues de licenciements et on sent là un véritable renversement à la WWE. Et là, en septembre, à nouveau, pour nous couper du blues de la rentrée, on a eu le droit à des pépites, que ce soit à la WWE ou à l'AEW, c'était juste fou. Déjà, le week-end a commencé avec ce show historique en direct de Cardiff pour le plus grand plaisir des fans européens et encore une fois, quel show. Entre Gunther et Sheamus qui nous sortent ce qui est certainement le match de l'année à la WWE, Damage Control contre Bianca, Bliss et Asuka qui était aussi un très bon match, mais surtout le match qu'on attendait tous, Drew McIntyre contre Roman Reigns en main event, croyez-moi qu'on a été servi. Je pense que ce show doit être mon préféré de cette année parce que rien qu'avec l'ambiance dans le stade, ça paraissait juste monstrueux et y a rien qu'à voir l'espèce de pop que Edge prend pendant son entrée, c'est magique. Mais pour le main event, sincèrement, j'y croyais. Pour moi, c'était le jour pour McIntyre qui en plus avait ressorti Broken Dreams avant son entrée. Il n'y avait aucun doute, c'était lui qui allait détrôner Roman Reigns. Mais finalement, l'histoire vous la connaissez, c'est pas du tout ça qui s'est produit et en plus de ça, la Bloodline s'est solidifiée encore plus avec l'arrivée de Solo Sikoa. Mais malgré ça, on a clairement eu un match de dingue dans lequel j'étais extrêmement investi et c'est ça le plus important. Et puisqu'on parle de la Bloodline, c'est clairement eux qui ont dominé la WWE pendant toute l'année et c'est clairement le clan le plus marquant dont on reparlera dans les années à venir. Mais si on pensait souffler après ce show incroyable, l'AEW s'est assuré du contraire avec un show dans lequel non seulement MJF a remporté le Casino Ladder Match pour obtenir un match de championnat, CM Punk a remporté le titre de champion de l'AEW, mais surtout on a eu cet énorme drama dans les vestiaires avec la conférence de presse de CM Punk. AEW All Out était donc également un très bon show et une nouvelle fois, le mois de septembre était un grand mois pour le catch qui nous a fait tous plaisir. Bon maintenant je pense que vous l'avez compris, même s'il ne reste que 3 mois dans l'année, il va évidemment se passer encore plein de choses et je vous ai dit 2022 c'est une année absolument folle et c'est pas pour rien. Et donc, arrivé au mois d'octobre, des rumeurs d'un retour de Bray Wyatt grandissent de plus en plus. Avec les vignettes du lapin blanc qui apparaissent régulièrement sur nos écrans au travers d'un jeu de pistes avec des QR codes à suivre et qui était hyper intéressant, on a vu beaucoup d'indices qui laissaient croire que Bray Wyatt allait faire son retour. C'est donc dans ce contexte qu'on arrive à Extreme Rules, show pour une fois marqué par de vraies stipulations extrêmes mais qui va surtout marquer l'histoire pour ce qui va se produire à la fin. Alors qu'on a eu 6 matchs d'une très bonne qualité pour la plupart, les lumières s'éteignent et après plus d'1 an, Bray Wyatt fait son retour à la WWE avec un theme song exceptionnel dans un moment plein d'émotions pour le plus grand plaisir des fans. Et je sais qu'aujourd'hui vous êtes très nombreux à être encore mitigés par ce retour de Bray Wyatt et honnêtement c'est quelque chose que je peux comprendre, mais pas d'inquiétude, je pense que c'est simplement quelque chose qui met du temps à se mettre en place et qui est tout nouveau, donc je reste personnellement encore hypé. C'est donc sur plusieurs mois que Triple H a travaillé pour amener certains catcheurs en qui il a confiance et à qui
qui il veut offrir un avenir glorieux. Entre la division féminine de Raw qui a été nettement améliorée grâce à son travail et le roster principal qui s'est agrandi avec des noms excellents mais aussi d'autres un peu moins selon moi, Triple H façonne la WWE à sa manière et 2023 risque de continuer sur cette lancée. Mais très franchement, on va pas s'arrêter en si bonne lancée, vous en pensez quoi? Autant enchaîner sur encore un mois de novembre de dingue. Bon, déjà avec le retour de Lesnar le mois précédent pour se lancer en feud avec Bobby Lashley, la WWE avait fait beaucoup d'heureux. Mais avec Crown Jewel, une fois n'est pas coutume, la WWE nous a régalé. Et oui, je dis ça parce qu'en général, ces shows, ils étaient pas incroyables, voire même plutôt décevants et mauvais. Mais cette année, on sent qu'il y a clairement eu un effort. Le show était honnêtement très digeste et cool à suivre selon moi, même si certains matchs sont moins bons que les autres comme toujours, c'était un plaisir et on avait vraiment l'impression que certains matchs servaient vraiment au storyline. Et même si c'est pas ce qu'on peut dire du main event, puisque un petit peu de nulle part, Logan Paul obtient un match de championnat pour le titre contre Roman Reigns, pour une storyline qui finalement ne mènera pas bien loin, les deux nous ont offert un match de fou. Logan Paul, je le dis, pour moi c'est la révélation de cette année. Même si c'est pas un catcheur à l'origine, le mec nous a sorti une première année de fou et je sais pas quels sont ses projets à l'avenir, mais le mec pourrait clairement faire ça à plein temps, ça ne choquerait personne. On a déjà vu par le passé des stars qui s'essayaient au catch et même si certaines ont fait de bonnes performances comme Bad Bunny par exemple, on n'avait jamais vu un mec avoir l'air aussi crédible et si naturel dans un ring. Donc oui, effectivement, l'histoire du coup de poing chanceux, personne n'y croyait et personne ne pensait que Logan Paul allait être celui qui allait détrôner Roman Reigns, mais malgré ça, on a eu 20 minutes de très bon catch et pour tout ça, on peut dire merci. Mais à ce moment-là, le mois de novembre ne faisait que commencer. 2 semaines plus tard, du côté de l'AEW, on a le droit à Full Gear, show qui marque le retour dans le ring de Saraya, qu'on connaissait à la WWE sous le nom de Paige et qui a grandement ému la communauté catch. Mais bon, Full Gear c'est pas que ça, c'est aussi l'exploit de Jamie Hayter qui bat Toni Storm pour devenir championne de l'AEW dans un match excellent, mais surtout, ce main event où enfin MJF atteint les sommets en battant Jon Moxley pour devenir champion de l'AEW. Bon, ok, il y a l'exploit de MJF qui fait grandement plaisir et c'est mérité, mais Jon Moxley bordel, c'est probablement le catcheur de l'année aux côtés de Roman Reigns. Le mec a porté l'AEW sur son dos à de nombreuses reprises, mais cette année c'était d'un tout autre niveau. Alors qu'il devait partir en vacances, le gars a annulé ses plans pour rester champion et permettre la transition vers MJF. Très clairement, il force le respect et il peut maintenant obtenir enfin le repos qu'il mérite. Mais allez, il était temps de clôturer l'année 2022 avec le dernier pay-per-view pour les deux fédérations, Survivor Series War Games proposé par la WWE à qui j'ai dédié une vidéo et qui encore une fois était une dinguerie avec l'arrivée de cette stipulation hyper impressionnante dans le roster principal. Et on arrive maintenant à la fin du mois de décembre et le catch sort d'une très grosse année pour s'orienter vers 2023 qui j'espère sera encore meilleur. Avec les rumeurs d'un retour de Cody Rhodes au Royal Rumble, on sent que le début de l'année et la route vers WrestleMania vont être pleins de rebondissements et vont être très divertissants, donc s'il y a bien une année pour reprendre le catch, c'est bien celle-ci. Côté AEW, on peut aussi s'attendre à de grandes choses, avec MJF notamment, puis aussi avec le dilemme de CM Punk, puisqu'il est aujourd'hui toujours sous contrat, et ce sera aussi quelque chose à suivre de très près. Alors oui, je sais, on a aussi des rumeurs qui parlent de l'envie de Vince McMahon de faire son retour, mais très honnêtement, je pense pas que ça va se produire, et j'espère qu'on aura encore une fois une très grosse année de catch. Et c'est donc tout pour cette rétrospective de cette folle année 2022, j'espère qu'elle vous a tous plu, si c'est le cas, n'oubliez pas bien sûr de proposer de passer le réveillon avec le bouton like et s'abonner, et de leur proposer une petite soirée plus grand cabaret du monde. Je vous retrouve très rapidement, que ce soit sur cette chaîne, sur ma chaîne secondaire ou sur ma chaîne Twitch, les liens sont en description, et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin, et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.